loi de finances 2023, quel impact pour les collectivités? Bon, cette loi de finances, elle a été adoptée après une censure extrêmement légère opérée par le Conseil constitutionnel qui s'est contenté en réalité de censurer quelques cavaliers. Sauf qu'on va noter quand même qu'au nombre de ces cavaliers censurés se trouve un ajustement qui était très attendu sur l'expérimentation de contributions fiscalisées au profit de certains EPTB, bon, tous en réalité, en matière donc de GEMAPI. Mais ceci posé, il y a beaucoup de choses dans cette loi de finances. Regardons ça ensemble avec trois experts que je remercie d'être avec nous. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Commençons par toi Pascal avec les principales mesures fiscales. Première mesure qui ne figure pas dans la loi de finances d'ailleurs, c'est la hausse forfaitaire des bases d'imposition de TH et de foncier bâti, hausse qui sera en 2023 de 7,1%, traduction de l'inflation constatée entre novembre 2021 et novembre 2022. La commission des finances de l'Assemblée nationale voulait plafonner la hausse à 3,5%, mais son amendement n'a pas été retenu en séance. Deuxième mesure, c'est la suppression à terme de la CVAE. 2023, division par 2 des taux d'imposition de la CVAE applicable aux entreprises. 2024, suppression totale de la CVAE. Et pour les collectivités locales, la CVAE sera remplacée, grand classique, par une fraction de la TVA. Il y aura deux parts, une part fixe égale à la moyenne de la CVAE 2020, 21, 22, 23, plus la moyenne des compensations d'exonération de CVAE 2020, 21, 22, 23. Et une part complémentaire qui sera issue de la progression de l'enveloppe nationale de TVA et qui sera répartie entre les collectivités bénéficiaires de la part fixe en fonction de critères qui seront définis par décret en Conseil d'État qui reflèteront le dynamisme des territoires. Et je crois qu'il y a également un report Jean-Baptiste, de 2 ans des effets des révisions tarifaires des locaux professionnels effectuées en 2022. À la suite de la demande de beaucoup d'élus municipaux et intercommunaux, le gouvernement a décidé de reporter l'effectivité de l'actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels. Cette actualisation devait s'appliquer au 1er janvier 2023, avec notamment de nouveaux secteurs, de nouveaux tarifs prenant en compte le nouveau tissu économique sur chacun des territoires. Or, les impacts étaient très importants à l'échelle de plusieurs communes et de PCI, et c'est pourquoi le gouvernement a décidé de décaler de 2 ans l'application de cette réforme. On attend toutefois de voir comment seront pris finalement en compte ces actualisations à partir de 2025. Et un volet taxe sur le logement vacant et TH. La loi de finances pour 2023 redéfinit le périmètre des zones tendues sur lesquelles peuvent s'appliquer la taxe sur les logements vacants et la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Auparavant, pour figurer dans ce qu'on appelle les zones dites tendues, les communes devaient appartenir à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants sur laquelle l'offre de logement était déséquilibrée par rapport à la demande. Dans le nouveau projet, un nouveau décret devrait paraître très prochainement, dans lequel figurent donc de nouveaux critères complémentaires de définition, et notamment des communes qui ne figurent pas dans une zone d'urbanisation de plus de 50 000 habitants, mais sur lesquelles le déséquilibre entre l'offre de logement et la demande est important. Si ces communes deviennent éligibles dès 2023, elles pourront dès cette année fixer une majoration de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires entre 5% et 60%. Revenons à toi Pascal pour aborder la question de la DGF. Alors d'abord du grand classique. Hausse de la DSU de 90 millions d'euros, c'était 95 millions en 2022, et hausse de la DSR de 200 millions d'euros, c'était 95 millions en 2022, sachant que 60% au moins de cette majoration, c'est-à-dire 120 millions d'euros, doit être affecté à la DSR péréquation, ce qui est une nouveauté. Et enfin, une hausse de la dotation intercommunalité de 30 millions d'euros. La nouveauté, c'est que la loi prévoit une hausse de l'enveloppe nationale de DGF de 320 millions d'euros, qui est égale à ces hausses de dotation de péréquation. Du coup, on n'a plus besoin de rogner, décréter la dotation forfaitaire des communes
pour financer ces hausses de dotation de péréquation et on n'a plus besoin de diminuer la dotation de compensation des EPCI pour financer ces hausses de DSU ou de DSR. Et donc, en 2023, plus d'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes, ce qui veut dire que la DGF forfaitaire augmentera si la population augmente, et la DGF compensation des EPCI se stabilisera ou baissera très légèrement. Et un volet très débattu, je crois, sur la DSR. Le projet de loi de finances du gouvernement prévoyait de remplacer la dotation voirie de la DSR par une dotation superficie pondérée par un coefficient de densité de population selon des modalités techniques complexes. Le Sénat a supprimé ce remplacement, l'Assemblée nationale a suivi en dernière lecture et donc, en 2023, la dotation voirie demeurera en l'état. Dernier point, concernant la DSR cible, la loi prévoit un tunnel d'évolution de cette DSR entre 90% et 120% du montant de l'année précédente. Ce qui signifie que la DSR cible ne pourra pas baisser de plus de 10% par rapport à l'année précédente et ne pourra pas augmenter de plus de 20% par rapport à l'année précédente. Et revenons à toi, Jean-Baptiste. La métropole du Grand Paris, c'est pas pour demain qu'elle aura son grand soir financier. On reste sur un régime transitoire qui dure. Oui, pour 2023, le gouvernement a décidé de prolonger d'1 an le dispositif dit transitoire de financement de la métropole du Grand Paris et des EPT. Les EPT continueront de bénéficier de la CFE en 2023 et continueront de reverser la dotation d'équilibre à la métropole du Grand Paris. Le gouvernement a décidé également de reconduire le reversement de 2/3 de la progression de CFE des EPT vers la métropole du Grand Paris. Il s'agit d'un petit hold-up au bénéfice de la métropole, puisque celle-ci ne subira pas de plein fouet les effets de l'inflation sur ses dépenses, elle n'est pas propriétaire d'équipements de proximité, ni bénéficiaire de mise à disposition. En revanche, c'est un petit coup de poignard pour les EPT, puisque ceux-ci devront donc financer la croissance des dépenses par d'autres ressources que la progression de CFE et peut-être mobiliser les communes via le FCCT socle ou FCCT d'équilibre. Donc on attend de voir quelle sera cette fameuse réforme du Grand Paris que tout le monde attend depuis bientôt 6 ans et qui tarde à se décanter. Sujet, Luc Alain, qui cette fois-ci concerne absolument tout le monde et qui est très important, les fameux amortisseurs face à l'inflation. S'agissant des dispositifs destinés à lutter contre les effets de l'inflation sur les budgets des collectivités territoriales, on sait qu'ils ont été très importants en 2022. La loi de finances en prévoit 2. D'abord, l'amortisseur électricité, qui joue lui-même de 2 façons. Pour les collectivités qui sont restées au tarif réglementé ou qui auraient pu y rester, une limitation de l'augmentation de ce tarif à 15% par rapport à 2022. Donc ça, c'est un premier élément positif. Et deuxième élément, c'est la prise en charge par l'État de la moitié des dépassements tarifaires par rapport à un montant de 180 € par mégawattheure qui devrait être confirmé par décret, sous plafond de 500 €, ce qui veut dire que, par exemple, une commune qui devrait payer normalement 260 € ne paiera en fait que 220, l'État prenant en charge 40 € sur les 80 de dépassement. Deuxième mesure, c'est le filet de sécurité qui vient compléter en fait la compensation inflation qui avait été votée en loi de finances rectificative en août 2022. Ce filet de sécurité jouera pour les collectivités dont l'épargne brute diminue d'au moins 15% entre 2022 et 2023, dont le potentiel financier ou fiscal est inférieur à 2 fois la moyenne de leur strate ou de leur catégorie, et l'État, dans ce cas-là, prendra en charge la moitié de la différence entre l'augmentation des dépenses énergétiques entre 2022 et 2023 et la moitié de l'augmentation des recettes de fonctionnement sur la même période, pour tenir compte quand même de l'augmentation des bases foncières, notamment, qui vont être un atout précieux dans l'équilibre des budgets en 2023. Et restons avec toi, Luc Alain, parce que je crois que les autres mesures sont également importantes. Alors, les contrats de confiance ont été exclus de la loi de finances initiale. Mais sinon, les autres mesures, certaines sont tout à fait notables, je crois. Parmi les autres mesures, j'en retiendrai surtout 2 qui sont assez significatives du bouleversement que va être la généralisation en 2024 de la M57 et du compte financier unique.
c'est d'abord la troisième vague possible de candidature pour passer au compte financier unique en 2023, en posant donc sa candidature avant le 31 mars. Et le deuxième élément, c'est la prolongation de l'expérimentation de certification des comptes. Alors les deux choses ne sont pas intrinsèquement liées, bien sûr, mais je pense qu'elles relèvent de la même logique. Prolongation d'une année pour les collectivités qui se sont engagées dans la certification des comptes à la suite de la loi Notet en 2015. Merci à tous les trois d'avoir réussi à résumer ces sujets ô combien complexes en peu de minutes. Merci à tous les trois. Au revoir et joyeuses fêtes de fin d'année. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés. Pour VK, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.